Il croyait tout savoir sur sa maison, sur ses employés, sur la vie. Mais cette nuit-là, dans le silence feutré de la bibliothèque, il l'a vue. Une jeune femme, penchée sur un livre d'anatomie, les yeux cernés mais pleins de lumière. Élise. Sa femme de ménage. Invisible depuis toujours, jusqu'à ce moment précis. Elle ne savait pas qu'on la regardait. Elle ne savait pas que cette nuit allait tout changer. Parce que parfois, il suffit d'un regard posé au bon moment pour qu'un destin entier se redresse. La pluie s'abattait sur Paris comme un rideau de cristaux liquides, transformant les lumières de la ville en joyaux tremblants. Dans sa voiture de luxe, Julien Marchal observait distraitement les gouttes glisser sur la vitre teintée. Son chauffeur venait de quitter l'aéroport et se dirigeait vers la résidence Marchal, une propriété majestueuse nichée dans les hauteurs de Neuilly-sur-Seine. « Nous arriverons dans 20 minutes, monsieur », annonça le chauffeur. Julien ne répondit pas. À 45 ans, il avait depuis longtemps cessé de répondre aux évidences. Le temps, l'argent, le pouvoir, tout cela lui appartenait. Tout, sauf peut-être ce sentiment tenace qui l'accompagnait chaque fois qu'il rentrait dans cette immense demeure, un vide que même ses milliards ne parvenaient pas à combler. Son téléphone vibra. Encore une notification de la bourse de Tokyo. Encore un chiffre qui s'ajouterait à sa fortune. Encore une victoire qui ne signifiait plus rien. Finalement, je vais rentrer par le jardin, déclara-t-il soudainement. Déposez-moi à l'entrée ouest. Le chauffeur s'exécuta sans un mot. Julien avait toujours préféré les entrées discrètes. Pas de majordome, pas de personnel aligné, pas de sourire forcé. Juste le silence et la solitude qu'il prétendait désirer. La pluie avait cessé quand il franchit le portail sécurisé du jardin ouest. L'air nocturne était chargé du parfum des roses, que son jardinier en chef entretenait avec une dévotion quasi religieuse. Julien inspira profondément. 3 semaines en Asie. Des négociations interminables. Des sourires de façade. Et maintenant, le retour à cette prison dorée. Le manoir se dressait devant lui, imposant et silencieux. À cette heure tardive, presque 1 heure du matin, les lumières étaient toutes éteintes, à l'exception des éclairages de sécurité qui projetaient une lueur blafarde sur les allées de gravier fin. Toutes éteintes, sauf une. Une faible lumière filtrait à travers les rideaux entr'ouverts de la bibliothèque et Julien fronça les sourcils. Son personnel savait qu'il détestait le gaspillage. Qui pouvait bien être encore éveillé à cette heure-ci? Poussé par une curiosité inhabituelle, il décida de faire un détour. Au lieu d'emprunter l'entrée principale, il longea la façade jusqu'à atteindre la terrasse qui donnait sur la bibliothèque. Les portes-fenêtres étaient entrebâillées, laissant passer un filet d'air frais dans la pièce. Et c'est là qu'il la vit. Une jeune femme était assise à son bureau d'acajou, celui qu'il n'utilisait presque jamais. Les cheveux châtains noués en un chignon lâche, elle était penchée sur un épais volume. Autour d'elle, des cahiers ouverts, des feuilles couvertes de notes, un thermos probablement rempli de café. Elle tournait les pages avec une délicatesse presque révérencieuse, s'arrêtant parfois pour prendre des notes d'une écriture appliquée. Julien resta immobile dans l'ombre. Cette femme, il l'avait déjà vue, mais où? Et puis la reconnaissance se fit, c'était Élise Moreau, embauchée il y a environ 8 mois comme femme de ménage. Une employée discrète, efficace, quasiment invisible comme il les préférait. Madame Leroy, sa gouvernante, l'avait engagée sur recommandation. Une jeune femme sérieuse, avait-elle dit. Qui connaît sa place et travaille bien? Sa place. Qui aurait imaginé que sa place, au milieu de la nuit, serait dans la bibliothèque privée d'un des hommes les plus fortunés de France? Julien s'apprêtait à entrer, à demander des explications, quand quelque chose le retint. Le visage d'Élise. L'expression qu'il y lisait n'était pas celle de la culpabilité ou de l'ennui. C'était une concentration pure, presque douloureuse. Une soif d'apprendre qui semblait consumer tout son être. Il s'approcha silencieusement, juste assez pour voir le titre du livre qui l'absorbait tant, Anatomie humaine et physiologie pour étudiants en médecine. Un livre de médecine? Pourquoi une femme de ménage étudierait-elle la médecine en secret, au milieu de la nuit? Alors qu'il observait, Élise se frotta les yeux, étouffa un bâillement. Ses épaules s'affaissèrent un instant, trahissant une fatigue immense. Puis, comme si elle puisait dans une source invisible de détermination, elle se redressa et reprit sa lecture. Julien fit un pas en arrière. Pour la première fois depuis des années, il était confronté à quelque chose qu'il ne comprenait pas.
quelque chose qui ne pouvait s'acheter, se vendre ou se négocier. Il décida de ne pas signaler sa présence. Pas encore. À la place, il contourna le manoir pour regagner l'entrée principale, traversa le grand hall désert et monta dans ses appartements privés. Cette nuit-là, malgré la fatigue du décalage horaire, le sommeil tarda à venir. Dans son esprit tournait l'image de cette femme, invisible parmi les invisibles, qui avait transformé sa bibliothèque en un sanctuaire d'études. Il voulait comprendre pourquoi. Le lendemain matin, Julien fit ce qu'il n'avait jamais fait, il prêta attention à son personnel. Plus particulièrement à une jeune femme qui nettoyait discrètement le salon principal pendant qu'il prenait son petit déjeuner. Élise Moreau travaillait méthodiquement, sans geste superflu. Ses mouvements étaient précis, comme si chaque action avait été étudiée pour être parfaitement efficace. Elle évitait soigneusement de croiser son regard, se rendant presque invisible par sa discrétion. Madame Leroy, appela-t-il une fois seule avec sa gouvernante. Monsieur? Cette jeune femme, Élise Moreau, parlez-moi d'elle. La gouvernante parut surprise. Jamais M. Marchal ne s'était intéressé à un membre du personnel. Eh bien, c'est une excellente employée, monsieur. Ponctuelle, méticuleuse, discrète. Elle ne pose jamais de problème. Ce n'est pas ce que je vous demande, coupa Julien. Que savez-vous de sa vie? D'où vient-elle? A-t-elle de la famille? Madame Leroy hésita. Elle vit seule avec sa grand-mère malade, dans un petit appartement à Clichy. Je crois qu'elle a dû arrêter ses études pour s'occuper d'elle. Son père est décédé quand elle était jeune et sa mère, je ne sais pas. Elle n'en parle jamais. Julien hocha la tête, pensif. A-t-elle fait des études? Je crois qu'elle avait commencé quelque chose à l'université, mais... Merci, Madame Leroy. Ce sera tout. Les jours suivants, Julien se surprit à observer Élise chaque fois qu'elle se trouvait dans la même pièce que lui. Non pas avec l'œil froid du patron, mais avec une curiosité grandissante. Il remarqua que sous sa fatigue évidente, elle gardait une dignité particulière. Que malgré ses vêtements simples, elle se tenait droite, comme si elle portait autre chose qu'un uniforme de ménage. Et parfois, lorsqu'elle croyait être seule, il la surprenait à regarder les livres de sa bibliothèque avec une envie difficilement contenue. Un soir, incapable de réprimer sa curiosité plus longtemps, il décida de retourner à la bibliothèque. Comme il s'y attendait, la lumière était allumée, et Élise était là, plongée dans ses études. Cette fois, il ne resta pas dans l'ombre. « Bonsoir, mademoiselle Moreau. » Le bruit la fit sursauter violemment. Des feuilles volèrent, un crayon roula sur le sol. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en reconnaissant son employeur. « Monsieur Marchal. »« Je suis désolé, je... » »« Calmez-vous, dit-il d'une voix qu'il voulait apaisante, mais qui sortit plus sèche qu'il ne l'aurait souhaité. « Je ne suis pas venu vous réprimander. » Élise sembla ne pas le croire. Elle rassemblait frénétiquement ses affaires, les mains tremblantes. « J'ai fini mon service, mais je n'aurais pas dû. Je vais rembourser l'électricité, je vous le promets, je... » Mademoiselle Moreau, l'interrompit-il fermement. « Arrêtez. » Elle se figea, terrifiée. Dans sa tête, Julien pouvait presque entendre ses calculs désespérés. Combien de salaire perdu pour cette transgression? Comment survivrait-elle? Comment sa grand-mère survivrait-elle? Il fit ce qu'il n'avait jamais fait avec un employé, il s'assit en face d'elle, au même niveau. « Vous étudiez la médecine? » La question sembla la déstabiliser. Elle jeta un regard à ses livres, comme prise en flagrant délit d'un crime bien plus grave que d'utiliser une bibliothèque sans permission. Oui. Enfin, j'essaie. Je n'ai pas les moyens de suivre des cours, alors. Alors vous étudiez seul, la nuit, après des journées de travail physique. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Élise baissa les yeux, comme honteuse. C'est ridicule, n'est-ce pas? Une femme de ménage qui rêve de devenir médecin. La sincérité de sa voix frappa Julien. C'était la première fois depuis qu'il avait quitté les bancs de HEC qu'il entendait quelqu'un parler avec une telle authenticité. « Pourquoi est-ce ridicule ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, surprise par la question. « Parce que, c'est impossible. Les études de médecine coûtent cher. Elles prennent des années. Et ma grand-mère a besoin de soins constants. Je dois travailler.
Pourtant, vous étudiez. Elle prit une profonde inspiration. Je ne peux pas abandonner. Même si ça prend 20 ans, même si c'est juste pour moi, j'ai besoin de comprendre comment fonctionne le corps humain. Comment il se brise. Comment on peut le réparer. Ses yeux brillaient maintenant, non plus de peur, mais d'une passion si pure qu'elle semblait illuminer toute la pièce. Ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 12 ans. Les médecins n'ont rien pu faire. Ou peut-être qu'ils auraient pu, si nous avions eu l'argent pour consulter plus tôt, pour accéder au bon traitement. Je veux comprendre pourquoi. Je veux savoir ce qui aurait pu la sauver. Et peut-être un jour, peut-être que je pourrais aider quelqu'un d'autre. Le silence qui suivit était lourd de sens. Julien resta immobile, hypnotisé par cette femme qui, avec 3 fois rien, luttait pour un rêve qui semblait impossible. Lui qui possédait tout mais ne rêvait plus de rien. Continuez, dit-il finalement en se levant. Utilisez la bibliothèque aussi longtemps que vous voulez. Personne ne vous dérangera. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Et mademoiselle Moreau? Oui, monsieur. Ce n'est pas ridicule. Le lendemain, Élise trouva sur le bureau de la bibliothèque un petit mot manuscrit. Les livres dont vous pourriez avoir besoin sont dans l'armoire du fond. Servez-vous. J.M. L'armoire en question contenait une collection complète d'ouvrages médicaux récents. Des manuels d'anatomie, de physiologie, de biochimie, de pharmacologie. Des livres qui n'y étaient pas la veille. Au fil des semaines qui suivirent, d'autres changements subtils se produisirent. Son planning de ménage fut mystérieusement allégé, lui laissant plus de temps libre sans réduction de salaire. La bibliothèque fut équipée d'une machine à café haut de gamme et d'un petit réfrigérateur rempli de collations. Un ordinateur portable dernier cri apparut sur le bureau, avec une note « Pour vos recherches ». J.M. Julien, lui, évitait soigneusement de croiser Élise pendant ces moments. Il ne voulait pas qu'elle se sente observée ou redevable. Mais en secret, il l'observait. Pas physiquement, il respectait trop son intimité pour cela, mais à travers l'impact qu'elle avait sur lui. Pour la première fois depuis des années, il se surprit à penser à autre chose qu'à ses affaires. Il se mit à lire sur le système éducatif français, sur les inégalités d'accès aux études supérieures, sur les bourses disponibles pour les étudiants défavorisés. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau personnel, une idée germait dans son esprit. Une idée qui, pour une fois, n'avait rien à voir avec l'augmentation de sa fortune. 3 jours plus tard, la Fondation Marshall pour l'éducation médicale fut créée. Son premier acte fut d'offrir une bourse d'études complète à une jeune femme méritante nommée Élise Moreau. La lettre arriva un matin ordinaire. Élise la trouva dans sa boîte aux lettres, entre une facture d'électricité et une publicité pour un supermarché discount. L'enveloppe était épaisse, le papier de qualité. À l'intérieur, un document officiel annonçait qu'elle avait été sélectionnée pour recevoir une bourse couvrant l'intégralité de ses études de médecine, ainsi qu'une allocation mensuelle pour ses besoins et ceux de sa grand-mère. Elle crut d'abord à une erreur. Puis à une plaisanterie cruelle. Elle n'avait postulé à aucune bourse. Comment son nom aurait-il pu être sélectionné? La réponse lui vint quand elle arriva au travail ce jour-là. Dans le hall d'entrée du manoir Marshall, elle croisa son employeur. Leurs regards se rencontrèrent, et elle sut. Elle voulut parler, le remercier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Comment exprimer l'inexprimable? Comment dire à un homme qu'il venait de transformer son impossible en possible? Julien, de son côté, fit ce qu'il faisait toujours face aux émotions, il détourna le regard et s'éloigna. Mais cette fois, ce n'était pas par froideur. C'était parce qu'il avait peur de ce qu'il ressentait, peur de cette chaleur qui envahissait sa poitrine chaque fois qu'il pensait à cette femme et à son courage. Ce soir-là, Élise ne vint pas à la bibliothèque. À sa place, Julien trouva une simple feuille de papier. Dessus, 3 mots écrits d'une main tremblante. Merci. Pour tout. Il resta longtemps assis dans le silence, contemplant ces mots simples qui, pourtant, contenaient tout ce qu'il avait cherché sans le savoir, la reconnaissance sincère, non pas de sa fortune, mais de son humanité. Pour la première fois depuis longtemps, Julien Marshall se sentit véritablement riche. 7 ans passèrent. Le manoir Marshall était illuminé de 1000 feux pour l'événement annuel de la Fondation pour l'éducation médicale. Depuis sa création, la Fondation avait offert des bourses à plus de 300 étudiants issus de milieux défavorisés.
Ce soir, ils célébraient la réussite de la première promotion. Dans le grand salon transformé en salle de réception, Julien Marchal, maintenant âgé de 52 ans, observait la foule des invités. Des figures importantes du monde médical, des donateurs fortunés, des professeurs d'université et des étudiants, tellement d'étudiants brillants qui, sans son intervention, n'auraient jamais eu leur chance. Mais ce soir, il n'attendait qu'une personne. Elle arriva à 20 heures précises. Une jeune femme élégante dans une robe simple mais raffinée. Ses cheveux châtains étaient maintenant coupés courts, encadrant un visage où la fatigue avait laissé place à une assurance tranquille. À son revers, un badge discret, Dr. Élise Moreau, interne en pédiatrie oncologique. Elle s'arrêta à l'entrée du salon, frappée par le souvenir. C'était dans cette même pièce qu'elle avait autrefois passé l'aspirateur, essuyé les meubles, épousseté les tableaux invisibles parmi les invisibles. Leurs regards se croisèrent à travers la foule. Julien s'excusa auprès de ses interlocuteurs et traversa la salle pour la rejoindre. « Docteur Moreau, dit-il avec un léger sourire. Bienvenue. Monsieur Marchal, répondit-elle, sa voix emplie d'une émotion contenue. Je ne pensais pas que vous vous souviendriez de moi. Comment aurais-je pu vous oublier? Vous êtes la raison pour laquelle tout ceci existe. Élise jeta un regard autour d'elle, mesurant l'ampleur de ce qu'il avait créé. Je n'ai fait qu'étudier la nuit dans votre bibliothèque. Vous avez fait bien plus que cela, répondit-il doucement. Vous m'avez rappelé ce que c'est que de vouloir quelque chose au-delà de l'argent. D'être prêt à tout sacrifier pour un rêve qui semble impossible. Un serveur passa avec des coupes de champagne. Julien en prit 2 et en tendit une à Élise. « Comment va votre grand-mère » demanda-t-il. « Elle va bien. Grâce à l'allocation, j'ai pu lui offrir de meilleurs soins. Elle vit toujours. Et votre internat? La pédiatrie oncologique, c'est. En hommage à ma mère, dit-elle simplement. Je veux que d'autres enfants ne perdent pas leur mère comme je l'ai perdue. » Julien hocha la tête, comprenant parfaitement. « Venez, dit-il. Il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. » Il la guida à travers les couloirs familiers jusqu'à la bibliothèque. La pièce était exactement comme dans son souvenir, les étagères chargées de livres, le bureau d'acajou, la lampe diffusant une lumière douce. « J'ai gardé cet endroit intact, expliqua Julien. Pour me rappeler. » Élise s'approcha du bureau, caressa le bois poli avec révérence. « C'est ici que tout a commencé. » Non, corrigea doucement Julien. Tout a commencé bien avant. Dans votre cœur, quand vous avez refusé d'abandonner votre rêve malgré tous les obstacles. Élise se tourna vers lui, les yeux brillants. « Savez-vous ce que vous avez fait pour moi, monsieur Marchal? Vous n'avez pas seulement financé mes études. Vous m'avez montré que quelqu'un croyait en moi. Que je n'étais pas juste une femme de ménage à vos yeux. » Julien sentit sa gorge se nouer. « Et vous, docteur Moreau, savez-vous ce que vous avez fait pour moi? Vous m'avez rappelé que la richesse n'a de sens que lorsqu'elle sert à quelque chose de plus grand que soi-même. » Ils restèrent un moment silencieux, contemplant le chemin parcouru, les vies transformées, la sienne, celle d'Élise et maintenant celle de centaines d'autres étudiants. « J'ai quelque chose pour vous, » dit finalement Julien en ouvrant un tiroir du bureau. Il en sortit un petit écrin en velours qu'il lui tendit. À l'intérieur, Élise découvrit un stéthoscope en argent finement gravé. Sur le pavillon, une inscription. Pour le docteur Élise Moreau. Parce que parfois, il suffit d'écouter le cœur des autres pour entendre battre le sien. J.M. Les larmes qu'elle avait retenues toute la soirée coulèrent librement sur ses joues. Sans réfléchir, elle fit ce qu'elle n'aurait jamais osé auparavant, elle prit Julien dans ses bras. « Merci, » murmura-t-elle contre son épaule. « Merci d'avoir vu en moi ce que personne d'autre ne voyait. » Julien ferma les yeux, savourant ce moment de connexion pure, de reconnaissance mutuelle. « Non, Élise, » dit-il doucement. « Merci d'avoir vu en moi l'homme que je pouvais devenir. » Au loin, les bruits de la réception continuaient, célébrant les réussites, les diplômes, les carrières lancées. Mais ici, dans cette bibliothèque qui avait été témoin d'un secret nocturne, 2 personnes célébraient quelque chose de bien plus précieux, le pouvoir transformateur d'un regard posé au bon moment. D'une main tendue vers l'impossible. D'un cœur qui, après des années de silence, réapprend enfin à battre. Parce que parfois, il suffit d'un regard posé au bon moment pour qu'un destin entier se redresse.
Et peut-être, par la même occasion, pour qu'une âme glacée se réchauffe à nouveau.